D'habitude, on associe la vie souterraine à la pauvreté ou aux bunkers, un dernier recours pour ceux qui n'ont pas d'autre choix. Mais ici, la logique est totalement inversée, car vivre sous terre est le luxe ultime. Zoomons sur cet endroit. Plein de monticules, de trous et presque aucun bâtiment, arbre ou habitant. Ce n'est pas une ville fantôme. En fait, nous sommes en Australie méridionale, à Coober Pedy, la capitale mondiale de l'opale. Et voici le plus surprenant, environ 60% de la population vit sous terre. À la surface, Coober Pedy est un territoire impitoyable à cause du climat extrême. En été, les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius. C'est si intense que l'électronique lâche et les oiseaux tombent littéralement du ciel d'épuisement. Afin de pouvoir y faire face, les habitants jouent souvent au golf de nuit avec des balles lumineuses. C'est d'ailleurs le seul terrain de golf au monde qui ne possède pas un seul brin d'herbe. Dans une maison standard, la clim coûte une véritable fortune, et si jamais le courant vient à se couper, la chaleur devient alors rapidement mortelle. Quelle est la solution ultime? Descendre de quelques mètres dans des maisons creusées directement dans le grès. Ici, la température reste à 23 degrés Celsius toute l'année sans aucun refroidissement artificiel. Ce ne sont pas de sombres grottes. Ce sont de vraies maisons avec cuisine, Wi-Fi et salon, juste sans fenêtre ni climatisation. De quoi d'autre a-t-on besoin en ville, même si elle est souterraine? Des bars avec des billards? Bien sûr. Des librairies? Évidemment. Et ils ont même cette magnifique église entièrement sculptée dans le grès. D'un autre côté, il y a une partie amère et souvent oubliée de l'histoire. Si un grand nombre de mineurs choisissent de vivre quotidiennement dans ces structures souterraines naturellement fraîches, une part importante de la population autochtone préfère rester en surface. L'État s'occupe de leur fournir des maisons individuelles, mais ce sont en réalité les pires endroits pour habiter car, bien qu'elles soient modernes, ces constructions chauffent intensément comme de véritables fours sous le soleil. Et voici cet étrange paradoxe. Creuser un trou est en réalité le moyen absolument le plus sophistiqué et luxueux de survivre dans ce désert hostile, alors que la solution moderne de bâtir une maison peut être un vrai cauchemar pour les résidents. On voit un désert vide sur une carte alors qu'on regarde la seule chose qui protège du soleil, le sol lui-même. Il y a quelques années, en 2019, les habitants d'Australie discutaient avec enthousiasme d'une vieille idée. Utiliser l'excédent d'eau de crue du nord du pays pour aider les régions arides à l'ouest et au sud. Ce projet portait le nom de New Bradfield Scheme. Il avait vu le jour pour la première fois dans les années 1930. L'idée consistait à capter l'eau de crue du nord et à la déplacer vers le sud et l'ouest. Mais le plan initial n'a jamais véritablement vu le jour. Au fil des années, de nombreux experts ont affirmé qu'il ne fonctionnerait pas. Ils pensaient que c'était trop cher et trop compliqué à construire, même si cela pouvait potentiellement aider à résoudre les problèmes de sécheresse dans les régions arides du Queensland. L'idée originale était loin d'être neuve. C'est un ingénieur nommé John Bradfield qui y avait pensé. Il voulait pomper les eaux de crue des rivières du nord du Queensland afin de les acheminer vers l'intérieur, jusqu'au lac Eyre, l'un des endroits les plus arides d'Australie. Il avait prévu d'utiliser des barrages, des pompes, de très gros tuyaux et même des tunnels pour transporter toute cette eau au-delà de la Great Dividing Range, une chaîne de montagnes australiennes. Le plus grand barrage aurait porté le nom de Hell's Gate, et Bradfield le voulait 2 fois plus grand que ce qui était initialement prévu. De cette façon, les pompes et la gravité pourraient aider à déplacer l'eau au-delà de la Great Dividing Range. L'eau coulerait vers le sud et contribuerait à irriguer les terres agricoles près de lieux comme Ugenden. Elle modifierait le climat, ferait pleuvoir davantage et transformerait cette terre aride en ferme verdoyante. Finalement, elle atteindrait le lac Eyre et transformerait le désert en une région verte et fertile. Ainsi, l'Australie pourrait produire plus de nourriture, la vendre à d'autres pays et créer davantage d'emplois. Son espoir était que la région devienne ainsi le grand garde-manger du pays. Pendant un certain temps, les gens parlèrent trop beaucoup de son projet, l'idée leur plaisait. Ils pensèrent que cela pouvait changer le fonctionnement de l'agriculture. Et certains croyaient même que la nature avait déjà prévu que les terres puissent être remplies d'eau. Le lit des rivières et les lacs asséchés n'attendèrent qu'à être utilisés. Ils disaient même que les pluies tombèrent du mauvais côté des montagnes et que le plan de Bradfield serait une bonne solution. Mais lorsque les autorités se penchèrent sur cette idée, elles découvrirent de gros problèmes. Le principal était que tout cela allait coûter extrêmement cher.
De plus, il n'y avait pas assez de scientifiques ou d'ingénieurs pour mener une enquête complète. Le terrain était trop sec et inhospitalier. Personne ne savait si cela fonctionnerait vraiment. Par exemple, quelle quantité d'eau pensait-on pouvoir acheminer? En outre, certaines des mesures de Bradfield étaient incorrectes, notamment la hauteur des barrages. Ainsi, en 1947, le projet fut officiellement abandonné, car, disait-on, même si on parvenait à le mener à bien, cela n'en vaudrait pas la peine. Après tout, même des endroits situés à proximité de l'océan, par exemple certaines régions du Chili, restent toujours extrêmement secs. Donc un grand lac ne donnerait pas forcément plus de pluie. Et pourtant, en 2019, un parti politique a relancé l'idée, avec une version mise à jour, qu'on a baptisée le New Bradfield Scheme. Il voulait réessayer le projet, mais avec quelques modifications pour le rendre plus performant. Leur plan comprenait les étapes suivantes. Prendre de l'eau des rivières South Johnstone, Tully, Herbert et Burdekin. Stocker cette eau en utilisant un grand barrage du nom de Hell's Gate. Mais cette fois, ils voulaient que le barrage soit 2 fois plus haut que dans le plan d'origine. Laisser l'eau s'écouler au travers de tunnels, en utilisant la gravité au lieu d'utiliser des pompes, faire passer l'eau sous les montagnes et jusqu'à la rivière Warrego dans le sud du Queensland. Utiliser l'eau pour cultiver des récoltes dans des endroits secs au sud et à l'ouest de Hughenden, une vaste zone, plus grande encore que la Tasmanie, et faire de cette région un immense garde-manger. Ils n'ont toutefois pas indiqué combien coûterait l'ensemble du projet, mais ils ont promis de dépenser 20 millions de dollars pour permettre à l'Agence scientifique nationale d'Australie de vérifier si tout ça pourrait fonctionner. Il s'agissait là de très bonnes idées, mais pendant plus de 80 ans, de nombreux experts n'ont cessé de dire que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? En 1941, Bradfield a dit que son idée coûterait 40 millions de livres sterling. Aujourd'hui, cela représente environ 3,2 milliards de dollars. Et la nouvelle version du plan pourrait coûter plus de 15 milliards de dollars et prendre plus de 10 ans à réaliser. De plus, les personnes qui se soucient de la nature sont inquiètes. Selon elles, détourner l'eau de son parcours habituel nuirait aux animaux et aux plantes. Parmi les conséquences, le développement, dans des zones où elles sont encore absentes, d'espèces invasives. Cela pourrait en outre perturber les rivières et les océans où vivent les poissons et d'autres animaux. Cela pourrait même nuire aux villes et aux entreprises installées près des côtes et qui dépendent de ces cours d'eau naturels. Néanmoins, certains voulaient vraiment croire en l'idée et pensaient qu'elle valait la peine d'être mise en œuvre, surtout pour aider les agriculteurs et résoudre les problèmes de sécheresse. Cependant, en 2022, le gouvernement a décidé de cesser d'essayer de résoudre le problème de la sécheresse dans l'ouest du Queensland avec le Bradfield Scheme. Les experts ont examiné le plan de près et ont déclaré qu'il ne fonctionnerait tout simplement pas. Le problème? L'afflux n'est pas assez constant et le projet n'est donc pas réaliste. Apparemment, le coût du nouveau plan aurait dépassé les 30 milliards de dollars, une somme énorme. Vous pourriez vous acheter une flotte de jets privés et de yachts de luxe avec cette menue monnaie. Ainsi, les experts disent donc qu'il faudrait énormément d'eau pour dépenser de telles sommes d'argent, mais il n'y en a tout simplement pas suffisamment. Au lieu d'un grand projet unique, d'autres personnes ont suggéré de réaliser de plus petits projets hydrauliques, plus proches des endroits où se trouvent de la pluie et les cascades. Ces projets, qu'on a appelés les mini-réseaux Bradfield, se situeraient à 4 endroits différents le long de la côte du Queensland. L'idée, c'est que ces installations partagent chacun leur eau lorsque certains endroits viennent à en manquer. Des scientifiques ont examiné le plan et sont tombés d'accord. Même si tout se passait très bien, le Bradfield Scheme causerait toujours des problèmes et coûterait beaucoup trop cher, tandis que le projet des mini-réseaux d'eau semble plus plausible. Ils pensent que les zones sèches à l'ouest des montagnes s'en sortiront mieux ainsi, sans le projet Bradfield. Il existe des moyens plus simples et moins coûteux pour aider ces endroits à se développer et à obtenir de l'eau. Ainsi, le grand projet a été abandonné, et il se tourne maintenant vers des idées plus ingénieuses et plus modestes pour venir en aide aux agriculteurs. Et la question est assez urgente. L'Australie est un endroit extrêmement sec, l'un des lieux habités les plus secs au monde. En période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'eau disponible. Cela signifie que les fermes ne produisent pas autant de nourriture, ce qui peut causer de nombreux problèmes. À l'avenir, les sécheresses sont susceptibles de se produire plus fréquemment et d'être plus sévères. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer à se préparer dès maintenant. Des experts travaillent aujourd'hui sur un projet portant le nom de Drought Resilience Mission. Ils essaient de comprendre comment mieux gérer les sécheresses à l'avenir. L'un d'eux a calculé combien les sécheresses coûtent réellement à l'Australie. Et ces recherches indiquent à ce que les périodes sèches peuvent nuire à de nombreux secteurs. Les exploitations agricoles, les emplois, les villes
et même l'ensemble du pays. Quand il n'y a pas de pluie pendant une très longue période, certaines villes peuvent effectivement manquer d'eau. On appelle cela un jour zéro. Les arrivées d'eau des habitations sont tout simplement fermées, car il n'y a tout simplement plus d'eau. En 2020, une ville du Queensland, Stanthorpe, a atteint son jour zéro, et 50 autres villes étaient sur le point d'en faire autant. Lorsqu'une telle situation se produit, la seule façon d'obtenir de l'eau est de l'acheminer par camion, et cela coûte extrêmement cher. Stanthorpe a dû recevoir environ 40 camions d'eau chaque jour pendant 1 an et demi. Cela leur a coûté environ 800 000 $ par mois. Au final, ils ont dépensé plus de 14 millions de dollars uniquement pour avoir de l'eau. Heureusement, il a recommencé à pleuvoir et les barrages se sont à nouveau remplis. Mais les autorités travaillent sur des moyens d'empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Elles veulent que les villes soient toujours prêtes et ne manquent plus jamais d'eau à l'avenir. Parce que la sécheresse ne perturbe pas seulement l'approvisionnement en eau, elle peut aussi nuire à la santé des gens. Quand tout s'assèche, les plantes disparaissent et le sol se dessert. Ensuite, le vent soulève la poussière en d'immenses tempêtes. Ces nuages de poussière peuvent voyager très loin, même jusqu'à des grandes villes comme Sydney. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. L'air était si mauvais que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires couraient de graves dangers. La poussière a détruit des récoltes et même modifié certains aliments, les rendant dangereux pour la santé. La plus grande clôture du monde s'étend sur plus de 5000 km, du Queensland à l'Australie méridionale. Si elle était déployée, elle pourrait facilement relier Londres à New York. Et si vous la longiez, il vous faudrait 6 mois pour terminer votre promenade. Elle n'a pas été construite pour protéger la frontière australienne. Ce serait inutile, car il n'y a que l'océan tout autour. Elle n'est pas non plus destinée à protéger un bâtiment important. Son but est de garder certaines espèces animales séparées les unes des autres. C'est à la fin du 19e siècle que les Australiens ont commencé à construire cette clôture. Ils voulaient créer une barrière séparant la partie animée du pays, avec des villes prospères comme Melbourne et Sydney, de l'arrière-pays, aride et sec. Ils ont utilisé des poteaux en bois enfoncés profondément dans le sol, reliés par un treillis métallique d'environ 2 mètres de haut. Certaines parties de la clôture ont même une seconde couche électrifiée. Pour s'assurer que cette clôture remplisse sa fonction, ils ont ajouté des lumières rouges et blanches pour pouvoir bien protéger les lieux, même de nuit. Une équipe de plus de 20 personnes travaille à temps plein pour que tout soit en ordre. Et chaque année, les autorités locales investissent environ 750 000 $ pour entretenir la construction. Pourquoi se donner tant de mal? La principale raison, c'était les dingos. Ces créatures, qui ressemblent à des loups-roux, sont les plus grands mammifères carnivores d'Australie. Et ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils posaient beaucoup de problèmes aux agriculteurs locaux, en particulier dans le sud du Queensland, où ils attaquaient souvent les moutons. Dans l'ensemble, la clôture fonctionne bien, mais elle a ses défauts. Quelques dingos parviennent de temps en temps à se faufiler à travers. Parfois, ce sont des chameaux sauvages qui l'abîment. En effet, l'Australie possède une population de chameaux assez importante. Mais cette solution a eu quelques effets imprévus. On pensait qu'il y aurait tout simplement moins de dingos à l'intérieur des terres protégées. Mais moins de dingos signifie plus de kangourous. Et plus de kangourous, ça signifie plus de concurrence avec les moutons pour la nourriture. Les grands prédateurs ne sont pas les seuls à être touchés. Les petits animaux et la végétation ont également été affectés. Avec toute cette concurrence dans un espace réduit, les habitants ont remarqué une baisse de la diversité dans la flore et la petite faune. Avec le temps, le sol a perdu beaucoup de ses nutriments, ce qui a nui à la croissance des plantes. De plus, la clôture fait obstacle à la migration des espèces et à la dispersion des graines. Même les dunes de sable sont concernées. Moins d'herbe signifie une baisse de leur stabilité. En observant les kangourous des deux côtés de la clôture, les scientifiques ont remarqué que les petits nez à l'intérieur étaient en moyenne plus légers et moins grands. À l'extérieur, les kangourous avaient des pattes et une tête plus développées. Et ce n'est pas parce que leur régime alimentaire était différent. Les kangourous qui partageaient le territoire avec les dingos devaient grossir plus vite pour survivre. En revanche, ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la clôture se développaient plus lentement. Ils n'étaient pas soumis à la même pression. Ils devaient se rivaliser avec un grand nombre de créatures. Mais leur taille n'était plus une priorité. Les chercheurs ne savent pas encore si cette différence est une solution rapide ou une adaptation génétique à long terme. Mais pourquoi ne pas tout simplement domestiquer les dingos? Beaucoup pensent qu'ils étaient autrefois des animaux de compagnie en Australie,
Mais ce n'est pas certain. De nos jours, ils sont plutôt sauvages, comme les loups, les hyènes et les coyotes. La plupart d'entre eux ne vivent pas en meute. Ce sont des chasseurs solitaires, dotés d'instincts aiguisés. Il ne sera donc pas facile de les apprivoiser. Toutefois, il n'est pas encore envisageable de démanteler la clôture. Les Australiens sont tellement stricts sur la question des dingos qu'ils ont même mis en place des lois sanctionnant les personnes qui abîmeraient la clôture. Laisser seulement un portail ouvert peut vous valoir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois. Endommager la clôture peut vous coûter 6 mois de liberté. Ce n'est pas la première fois que les Australiens se sont dit qu'une clôture pouvait les aider à résoudre les problèmes liés aux animaux. Avant de devoir s'occuper des dingos, ils ont connu une très grave invasion de lapins. Aussi mignons soient-ils, ces créatures endommagent les terres agricoles. Les habitants ont donc imaginé une clôture en 3 parties. La première s'étendait de Ravensthorpe, dans le sud, à Pardue Station, sur la côte de Pilbara. Elle mesurait plus de 1770 km de long, ce qui en faisait à l'époque la plus longue clôture ininterrompue au monde. Tous ces problèmes de lapins peuvent être attribués à un certain Thomas Austin. En 1859, à son arrivée dans le pays, il s'est dit que ce serait une bonne idée de relâcher quelques lapins dans la nature. Il pensait que cela ajouterait un peu de charme à l'endroit. Mais comme les lapins ne sont pas originaires d'Australie, ils n'avaient là pas de prédateurs naturels à l'époque. Ce sont des créatures qui s'adaptent facilement et qui n'ont besoin que d'un peu d'herbe pour se nourrir. Ils se reproduisent également à une vitesse étonnante. Une maman lapin peut avoir 4 portées par an, comptant chacune jusqu'à 5 petits. Très vite, leur nombre a explosé. À la fin des années 1880, les lapins avaient causé tellement de dégâts que les autorités locales ont fait une proposition. Elles offriraient l'équivalent de près de 2 millions de dollars d'aujourd'hui à quiconque trouverait une solution à ce problème aux dents longues. Personne n'a réclamé le prix, mais une commission s'est réunie un peu plus d'une décennie plus tard et a proposé l'idée de la clôture. L'entretien de ces clôtures était compliqué. Des inspecteurs veillaient au grain, chacun d'entre eux étant responsable d'un tronçon d'environ 800 km de long. Des patrouilles surveillaient aussi de plus petites sections, d'abord à vélo, puis à dos de chameau ou en charrette. Ils ont même essayé d'utiliser des voitures à un moment donné, mais elles n'étaient pas adaptées au terrain accidenté et leurs pneus crevaient constamment. Pour ce qui est de son efficacité, eh bien, en 1902, les lapins traînaient déjà du mauvais côté de la clôture. Alors, 4 ans plus tard, on en a installé une autre. Cela a fonctionné pendant un certain temps et les autorités locales n'ont pas pris la peine de venir en aide aux agriculteurs au-delà de cette deuxième clôture en leur accordant des prêts pour la pose de filets à lapins. Ceux qui se trouvaient entre les deux clôtures avaient cependant du mal à faire face aux problèmes des lapins. Très vite, ceux-ci se sont répandus au-delà de la deuxième clôture et il était maintenant clair que cette solution ne fonctionnait pas. Dans certaines régions, des lapins parvenaient même à franchir les clôtures pendant qu'on les construisait. Aujourd'hui encore, la population de lapins donne du fil à retordre aux autorités australiennes. La clôture des dingos est peut-être la plus longue, mais ce n'est pas la plus étrange. La clôture Aquarium, en Turquie, pourrait bien lui ravir la palme. Cette clôture de 50 mètres a été construite pour que la vue sur l'océan de la coûteuse villa qu'elle entoure soit visible depuis chacun de ses niveaux. Aujourd'hui, elle attire de nombreux touristes qui veulent voir la variété de poissons et de pieuvres qu'elle contient. L'installation d'une structure transparente n'a pas été difficile. Le véritable défi consistait à relier l'aquabarrière à la mer Égée au moyen d'une conduite enterrée s'étendant sur 3960 mètres de terrain. L'eau circule ainsi en permanence, ce qui permet à l'aquarium de rester propre et aux poissons d'être heureux. Afin que personne ne vienne endommager la clôture ou y voler des poissons, le propriétaire a également investi dans la sécurité. Il a installé un réseau de 17 caméras équipées d'un système de reconnaissance faciale. Les visiteurs sont libres de regarder et de prendre des photos. Mais si vous vous approchez trop près, vous risquez de déclencher des alarmes. Une autre de ces étranges barrières est la clôture à soutien-gorge de Nouvelle-Zélande. Si vous passez un jour par le district de Central Otago, vous tomberez peut-être sur une clôture ornée de soutien-gorge de toute taille. Son histoire remonte à 1999, lorsque des habitants ont découvert 4 soutiens-gorge, mystérieusement accrochés à la clôture, le long de la route de Cardrona Valley. Surpris, certaines personnes ont commencé à ajouter leurs soutiens-gorge au décor. Bientôt, les soutiens-gorge ont foisonné, et l'endroit est devenu un lieu très touristique. Sa popularité était telle que, parfois, il y avait des problèmes de circulation dans la région.